Alors, nous sommes donc au mois d'avril 2017 et nous arrivons donc au terme du quinquennat de François Hollande. Donc, je pense qu'il est opportun de faire un petit bilan de ces 5 dernières années pour en tirer quelques petites leçons. Alors, le bilan sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, comment pourrait-on résumer la situation ? Moi, je le résume simplement en disant qu'il y a un ralentissement, je ne dis pas recul, je dis il y a un ralentissement du mondialisme. Sur quoi est-ce que je me base pour l'affirmer ? Je me base sur le fait que, par exemple, le TAFTA, au final, n'est pas passé. Il y a eu le veto de M. Trump, mais au-delà de ça, les opinions américaines et européennes y étaient extrêmement hostiles. En France, Pierre Hillard d'ailleurs en parlait depuis plus de 10 ans, il se fondait pour cela, enfin c'est pas une opération du Saint-Esprit, c'est simplement qu'il est allé sur les textes de la Commission européenne et tout était officiel. Donc, recul sur le TAFTA. Ensuite, la question de la Syrie. En 2013, à l'été 2013, la question se pose, est-ce que les Occidentaux vont faire en Syrie la même chose qu'ils ont fait en Libye, en Irak, etc. Monsieur Obama décide de ne pas y aller. Monsieur Hollande, qui, lui, comprend tout sur tout, était motivé pour y aller. Vous savez, il y a quelques mois, il y a un ouvrage qui est sorti, qu'il avait fait avec 2 journalistes, où il faisait des confidences, et il ne se remettait pas du fait qu'il n'ait pas attaqué la Syrie, pays qui n'a rien fait à la France, sauf erreur de ma part. Il ne s'est pas remis du fait que les troupes françaises n'aient pas travaillé pour le roi de Prusse, pour reprendre cette formule de... Je crois que c'était pour la guerre de 7 ans de mémoire. Non, c'était pas pour la guerre de 7 ans, c'était pour la guerre de succession d'Autriche. Autre recul du mondialisme, que peu de monde avait venir, le fameux Brexit. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a un sens de l'histoire, que ce sens de l'histoire va vers une unification dans des structures continentales telles l'Union européenne, et là, on a un pays, pas n'importe lequel quand même, la Grande-Bretagne, qui fait le choix d'aller à l'encontre du sens de l'histoire. Nos commentateurs, ça ne vous a pas échappé, l'ont moyennement digéré. Donc recul du mondialisme. Et, autre recul, le mondialisme avait une avant-garde qui était l'axe atlantiste, qui est donc composée, je dirais, de 5 grandes nations, États-Unis, Angleterre, Israël, Arabie Saoudite, Qatar. Été 2015, accord avec l'Iran, ça a indisposé certains alliés des États-Unis. Donc, il n'y a plus autant, si vous voulez, cette cohérence et cette unité de vue, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'axe atlantiste. Donc, ralentissement à l'échelle internationale du mondialisme. Et à l'échelle intérieure, comment pourrait-on résumer le quinquennat de M. Hollande ? Moi, je raisonnerais en fonction de 2 grands axes. Premier axe, il y a ce que je me permets d'appeler une radicalisation républicaine. On n'arrête pas de nous employer le mot de radicalisation à tort et à travers, parfois à juste titre, parfois à mauvais titre, mais ce qui s'est le plus radicalisé pendant ces 5 dernières années, désolé de le dire, mais c'est le système, qui a fait, je dirais, de la surenchère sur tous les domaines qui sont propres à notre République fondée sur la philosophie des Lumières et sur la Révolution. Alors, qu'est-ce que je vise précisément quand je dis ça ? Surenchère sur la destruction des valeurs traditionnelles. Ça, pour être passé à côté, compliqué, on a eu le mariage gay. Surenchère dans la destruction de l'éducation, avec la théorie du genre. Surenchère avec le laïcisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes ces affaires d'interdiction de crèche, puisque en France, c'est malséant maintenant de revendiquer la racine catholique de la France. Surenchère sur l'effacement identitaire de la France. Je vous rappelle une première chose, c'est que Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, qui s'en souvient aujourd'hui, plus grand monde. Mais début 2013, on a essayé de nous faire passer ce qu'on appelait le rapport sur l'intégration, qui préconisait la mise en place d'une histoire commune, qui parle autant aux Français français qu'aux Français nous Français. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était une façon d'effacer la véritable identité de la France. Et surenchère avec cette histoire sidérante, des migrants, qui, je le dis calmement, n'ont rien à faire en France. Ce sont des clandestins, et même pas de débat. Alors on nous dit qu'ils fuient la guerre.
Moi, je réponds que quelqu'un qui fuit la guerre, ça s'appelle un déserteur. Hein. Quand la France, qui est le pays qui a fait le plus la guerre dans l'histoire de l'humanité, et pour cause, nous sommes le plus vieux pays de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, pas la plus vieille civilisation, mais le plus vieux pays, je n'ai pas le souvenir que nos ancêtres soient tous partis. Quand les poilus devaient aller affronter l'enfer, il n'y a pas eu de désertion. Même les antimilitaristes de l'extrême gauche de l'époque n'ont pas eu d'action, si vous voulez, de désertion de masse. Bon. Donc nous avons eu, de la part du système, une radicalisation. Et d'ailleurs, cette radicalisation, elle était aussi au niveau de la répression. Ça aussi, ça a échappé à personne. Moi, je compare simplement la façon dont la police s'est traitée à jour de colère, où elle organisait des souricières, hein, soyons très clairs, hein, et la façon dont elle se comporte aux manifs de gauche, où elle laisse les antifas la caillasser. Il y a 2 poids 2 mesures. Quand c'est le pays réel qui manifeste, on lui tape sur la nuque. En revanche, quand c'est la bobocratie, c'est open bar. Bon. Donc, radicalisation républicaine. Alors ça, c'est le premier axe, je dirais, du bilan des affaires intérieures. Deuxième axe, et alors là, c'est vraiment le fait historique majeur que personne n'a vu venir, personne, qui est la résurrection, je dis bien la résurrection du pays réel. Alors, pourquoi résurrection, pourquoi pays réel? Dès lors, définissons les termes, ça c'est mon côté juriste. Qu'est-ce qu'on vise quand on parle du pays réel? On vise qui, on vise quoi? Eh bien, on vise simplement les éléments de la société qui se structurent et qui veulent transmettre, et j'insiste, qui veulent transmettre l'héritage culturel et spirituel de la France. Et j'oppose ces éléments de la société française aux autres éléments de la société française qui, eux, sont dans le rejet de ces héritages culturels et qui sont davantage sur la philosophie des Lumières, etc. Bon. Et sur le déracinement, et j'en passe. Et donc ce pays réel a ressuscité. Comment a-t-il ressuscité? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, petite parenthèse, pourquoi j'emploie le terme ressuscité? Parce qu'il était mort. Et là, je suis désolé d'aborder un sujet un petit peu sensible, mais il est mort parce qu'il s'était fait décapiter en 1944, à l'épuration. Je suis désolé de le dire. Alors, on nous parle souvent de l'épuration, mais l'épuration n'était pas le châtiment des traîtres. La preuve, M. Maurice Thorez, qui en 1939 rejoint un pays allié de l'Allemagne, M. Maurice Thorez, quand il revient en France en fin 1944, il est fait ministre. Des traîtres ont été châtiés à l'épuration, et on ne les pleure pas, mais l'objet premier de l'épuration n'a pas été cela. L'objet premier de l'épuration, c'était de décapiter une société des notables. Hommes d'église, châtelains, militaires, etc. Et c'est ce qui s'est produit. Bon, hélas. Donc le PRL, à ce moment-là, n'avait plus d'éléments pour se fédérer. Il n'y avait plus de journaux, il n'y avait plus de partis politiques, et il était totalement démuni. Il était atomisé. Et l'historien Augustin Cochat nous apprend que qui dit atomisation dit inertie, d'un point de vue politique. Donc il est ressuscité. Sous quels effets? Le premier effet, c'est un appel au bon sens. Quand on a une politique qui marche à ce point sur la tête, quand on a des hommes politiques qui, de toute évidence, mènent des politiques qui sont contraires aux intérêts de la France. Évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques pour le mesurer, pour le comprendre, ou en sciences économiques. C'est tellement visible, tout est tellement fait par-dessus la tête, qu'au bout d'un moment, eh bien, il y a un retour au bon sens des gens qui sont, j'allais dire, repoussés dans leur retranchement. Si tant est aussi, petite parenthèse, qu'ils sont affectés par cette réalité. Parce que s'ils n'y sont pas, là, si vous voulez, la démystification du discours dominant est beaucoup plus compliquée. Bon. Et le deuxième point qui a fait que ce pays réel a ressuscité, et alors ça, vraiment, personne ne l'a vu venir, c'est l'émergence de ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. Qu'est-ce que je vise par là? Je vise très simplement l'opinion publique qui est née sur Internet, et qu'il faut opposer à l'opinion publique des médias qui naît sur la base des médias traditionnels. Quelles sont les différences entre ces deux opinions publiques? Essentiellement, ça c'est le truc principal, et je dis ça en essayant d'être aussi objectif que possible, c'est la question de la génération. C'est-à-dire que la nouvelle opinion publique est globalement assez jeune. Hein. Et d'ailleurs, nos médias ne s'y trompent pas dans ces élections présidentielles, puisqu'on voit bien qu'il y a une diabolisation des réseaux sociaux et une diabolisation d'Internet. On nous dit il y a n'importe quoi sur Internet. C'est tout à fait vrai. Il y a parfois n'importe quoi sur Internet. Je n'ai pas l'impression pour autant que les médias traditionnels sont des bastions d'intelligence et de vérité. Hein. Ou alors ça m'a échappé. Bon.
Mais moi j'ai mauvais goût, donc bon, peut-être qu'effectivement je suis de parti pris. Donc cette nouvelle opinion publique, moi je la résume en une formule, c'est qu'il y a une contre-culture qui est née, et cette contre-culture est contre-révolutionnaire. Qui a vu venir cela? Qui a vu venir cela? Personne. Absolument personne. Et nous avons des gens qui ont des envies de France et des envies de catholicisme, qui ont une éducation, que ce soit d'un point de vue familial ou à travers l'éducation nationale, qui n'allait absolument pas dans ce sens-là, et qui pourtant, in fine, eh bien, se rallient à des positions beaucoup plus traditionnelles. Alors qu'encore une fois, leur milieu familial, et Dieu sait que c'est important, ne les y poussait pas. Donc, il est né cette nouvelle opinion publique. Et de fait, je dirais, le politiquement correct n'existe pas pour elle. La gauche n'est pas très prise au sérieux, et très concrètement, elle est de droite au sens premier du terme. Au sens premier du terme. Et on voit qu'il n'y a pas d'équivalent à gauche de cette nouvelle opinion publique. Est-ce qu'il y a un équivalent de TV Liberté à gauche? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un équivalent de Méta TV à gauche? Il n'y en a pas. Pardon de citer F de Souche, mais est-ce qu'il y a l'équivalent d'un site qui fait, je dirais, une revue de presse avec des articles qui démystifient, par exemple, un discours de droite authentique en citant donc des faits du quotidien? Ça n'existait pas non plus. Et ça existe d'autant moins qu'il y a quelques années de ça, M. Benoît Hamon voulait lancer précisément un site pour contrer F de Souche, et au final, il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'avait même pas les éléments pour le faire dans la réalité. Donc, objectivement, même si bien entendu il y a toutes les tendances, même si bien entendu il n'y a pas une uniformité qui est totale, on va dans le même sens. On va dans la même direction. Pas à 100%, mais on va globalement dans la même direction. Et j'ai cette formule donc, la contre-culture qui est née, ou plutôt qui est diffusée sur Internet, eh bien elle est globalement contre-révolutionnaire. Et il y a un rejet du système qui est absolument hallucinant, puisque moi, les jeunes de ma génération, on ne leur a pas du tout appris à contester l'idéologie dominante. Au contraire, on en a mangé, remangé et remangé. Jamais, que ce soit dans les grands médias, à l'école ou à l'université, on a donné des sons de cloche différents sur les grands sujets d'histoire, d'économie, etc. Absolument jamais. Donc c'est vraiment un coup de pouce du bon Dieu, pardon de le dire, que des segments, parce que ce n'est pas toute la jeunesse française bien entendu, ça serait trop beau, mais que des segments de plus en plus larges de la jeunesse française reviennent à ces valeurs. Pour moi, on est proche, vraiment, c'est vraiment un coup de pouce du bon Dieu, il faut le dire. Bon. Alors, après, à combien de personnes on évalue cette nouvelle opinion publique? C'est très difficile à dire. Déjà, sur quoi on se base? On se base sur les chiffres de fréquentation des sites, sur les chiffres des figures de proue de cette nouvelle opinion publique, etc., etc. Si on se base sur ces chiffres-là, à mon avis, on est entre 1 et 2 millions. Mais ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des collègues de travail. Et leur opinion finit parfois, pas toujours, mais parfois, à se calquer sur leurs proches. Quel est le pourcentage de leurs proches qui adhèrent à leurs idées et qui sont de fait débranchés du système? C'est très difficile à dire. Mais en tout état de cause, c'est sans doute une partie importante moi, je pense qu'on est autour de 3-4 millions. Et alors, un truc tout bête, mais la manif pour tous a été énormément alimentée par ça. Énormément. Internet a énormément joué pour la mobilisation dans la manif pour tous. Le fait qu'il y ait autant de jeunes qui votent FN ou qui s'abstiennent, c'est énormément dû à cela également. Énormément. Puisque de toute façon, la jeunesse regarde de moins en moins la télévision, alors que, petite parenthèse, le français moyen, c'est 3h30. Moi, je ne sais pas où les gens trouvent 3h30 pour regarder la télévision. Bon, si soit-il, je préfère lire. Mais concrètement, les jeunes non plus n'achètent pas les journaux. Vous avez déjà vu un jeune acheter Libération? Franchement, pas moi. À la limite, on le lit à la fac parce que c'est gratuit et parce qu'on ne sait pas quoi faire entre deux cours. Mais objectivement, ça n'existe pas. Cherchez autour de vous, mais posez-vous cette question toute simple. Est-ce que je connais quelqu'un qui achète Le Monde, l'immonde, disait De Gaulle, je ne suis pas gaulliste, mais ce mot-là est drôle. Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeunes qui s'amusent à mettre des sous là-dedans? La réponse est non, parce que pour eux, c'est un monde qui est totalement étranger à leur réalité, bien entendu. Donc le pays réel a ressuscité, nous n'en sommes qu'au début, mais il a ressuscité. Et il y a des jeunes qui, alors que, encore une fois, leur milieu ne les prédisposait absolument pas en cela, et je sais,
de quoi je parle quand je vous dis ça, puisque je m'intègre dans le lot, eh bien, qui ont des pulsions de France. Et pardon de le dire, mais de France catholique. Hein. Je suis désolé de blasphémer, hein. Vraiment, je suis désolé. Donc, ce PRL a ressuscité. Nous sommes donc à la fin de ce quinquennat Hollande et nous arrivons aux élections. Alors là, a priori, il y a 3 grands scénarios qui vont s'offrir à nous. Premier scénario, victoire de la gauche, que ce soit avec Hamon, ou Mélenchon, ou Macron. À quoi doit-on s'attendre si la gauche gagne? A priori, à la poursuite de ce à quoi on a assisté ces 5 dernières années. Plus d'impôts, plus d'immigration, plus de diversité, moins de France, plus de République, etc., etc., etc. Voilà. A priori, on ne voit pas pourquoi les fondamentaux qui ont été appliqués avec une radicalisation comme on n'a jamais eu dans l'histoire de France devraient ne plus soudainement être appliqués. Alors, on se dit, mais dans ces cas-là, on va souffrir encore pendant 5 ans. Bah oui, je confirme. Mais, au moins, je n'aime pas ce terme, mais je l'emploie, la résistance va davantage s'organiser. Parce que face à la souffrance, bah, malheureusement, la plupart des gens, c'est comme ça, quand on vit dans un monde individualiste, où chacun regarde son nombril, tant qu'il n'y a pas la souffrance, les gens ne se remettent pas en question. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Objectivement, d'un moment, il faut constater qu'il y a encore des millions de gens en France qui soient capables de voter pour le Parti Socialiste et les Républicains, mais ça défie le bon sens. Ça défie le bon sens. D'un moment, c'est... Bon. Donc, vous disais-je, si jamais la gauche repassait, c'est possible, hein, moi je me garde bien de tout pronostic pour ces élections, ça peut partir dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. Bah, à ma foi, on aurait du Hollande bis. Mais ce scénario ne serait pas le pire selon moi, parce que même si nous souffrons, eh bien on continuera de se réunir, de s'organiser et de faire revivre ce pays réel. Deuxième possibilité, victoire de Fillon. Ça n'engage que ma subjectivité, je pense que c'est le plus mauvais scénario pour la France. Pourquoi? Parce que le PRL serait divisé sur la question Fillon. Parce qu'il y a des gens qui ont des très très bonnes idées, mais qui pour des raisons X ou Y, ne serait-ce que parce qu'ils pèsent moins de charges, et je ne critique pas cela en tant qu'avocat, puisque moi je sais ce que c'est que se faire dépouiller. Hein. Mais très concrètement, il y a des gens qui peuvent adhérer à Fillon parce qu'ils paient moins de charges, ce qui n'est pas un crime de payer moins d'impôts, hein, je précise. Il y a des gens qui pourraient adhérer à Fillon parce qu'il entretient un certain apparat de classicisme. Apparat, hein. Parce qu'une fois que Fillon a gagné les primaires, on nous l'a vendu comme un catholique limite intégriste. Première nouvelle. Hein. Moi, ça m'a totalement échappé quand il était Premier ministre de Sarkozy. Hein. Bon. Bref. Donc pour moi, la victoire de Fillon serait sans doute pour la France le plus mauvais scénario. Ensuite, autre scénario, victoire de Marine Le Pen. C'est sûr que c'est sans doute pas la probabilité la plus grande, mais ça peut arriver. Alors, déjà, première chose sur le Front National, c'est que sa marge de manœuvre serait extrêmement réduite. Pas à cause des problèmes de souveraineté, d'hostilité du système, non, à cause de la société. Est-ce que la société française, aujourd'hui, est prête à changer, j'allais dire radicalement, le mot est connoté aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête à changer en profondeur? Réponse, les baby-boomers, en grande partie, non. Point. La jeunesse, oui. Pourquoi? Parce que la jeunesse, on la prend plein la gueule. Les loyers couperaient, celle qui se les prend dans la gueule. L'immigration, celle qui se la prend dans la gueule. La jeunesse n'a pas de rente. Elle n'a pas de rente puisqu'elle n'a même pas ni la rente du salariat puisque le marché du travail se restreint de plus en plus. Elle n'a pas la rente de la fonction publique puisqu'on embauche de moins en moins. Elle n'a pas la rente tout court. La jeunesse a intérêt à ce que les choses changent. La jeunesse a envie de changement. Il y a une souffrance dans la jeunesse française, mais qui est colossale. Et ça, c'est un des sujets qui est absent de l'élection présidentielle, et c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Et pour la première fois de l'histoire de France, les jeunes se barrent massivement. Et je rappelle qu'au XIXe siècle, à l'époque où toute l'Europe, des millions d'Allemands s'en vont, des millions d'Anglo-Saxons s'en vont partout dans le monde, le peuple français reste chez lui. Pourquoi? Parce qu'en France, on est heureux. Parce qu'en France, il fait bon vivre. Tout simplement. Voilà. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de France, il ne fait plus bon vivre, et les jeunes se barrent. Et bien moi, ça me crève toujours le cœur quand un jeune me dit qu'il part à l'étranger faire sa vie. Moi, j'ai un client récemment que j'ai reçu il y a 2 semaines, qui s'est fait licencier, et il me dit, moi, si je reste en France, je crève. Je suis obligé de partir. Mais est-ce que c'est normal, ça? Et là, je pense, vous savez, à cette figure mythologique de Chronos. Hein. Nous sommes dans une république Chronos.
c'est-à-dire la République mange les fils de France. Objectivement, la République mange les fils de France. Et le massacre à la tronçonneuse de la jeunesse, qui devrait être normalement le sujet numéro 1, quoi, puisque c'est la destruction de notre avenir, eh bien, ça n'existe pas. On n'en parle même pas. C'est même pas que c'est politiquement incorrect ou que c'est tabou, c'est que notre classe politique et médiatique, pour elle, ça n'existe pas. Et si, sans doute, des journalistes du système tombent sur cette conférence, ils vont dire, mais de quoi il parle, celui-là là? Ils ne se rendent même pas compte du martyre de la jeunesse de France. Mais si les jeunes votent massivement Front National, s'ils s'abstiennent, c'est pas pour rien. Hein, au bout d'un moment, c'est pas parce qu'ils sont tapés la tête contre le mur, ils se sont dit, on va être méchants, on va plus voter gentiment, comme on nous dit de le faire. Bon. Donc le FN, vous disais-je, aura une marge de main-d'œuvre extrêmement réduite parce que la société n'est pas prête à des changements majeurs. Néanmoins, j'essaie d'être intellectuellement honnête, et je reconnais deux mérites au Front National, pardon de blasphémer. C'est deux bonnes mesures qui vont dans un bon sens. La première mesure, c'est d'inscrire dans la Constitution une référence au patrimoine culturel de la France. Parce qu'aujourd'hui, juridiquement parlant, il n'y a aucun instrument pour défendre l'identité de la France. C'est normal, nous sommes dans un droit individualiste qui repose sur l'idéologie de Lumière, donc il est normal qu'il n'y ait rien, il est logique et cohérent qu'il n'y ait rien pour défendre la collectivité française. Selon le droit administratif, l'ordre public, je crois que c'est salubrité, sécurité et tranquillité. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça qui permet de préserver l'essence de la collectivité de la France. Avec ce mécanisme juridique-là, les juges demain auront un outil pour défendre l'identité de la France. Voilà. Pour défendre tout simplement notre patrimoine, en vérité, notre espace public. C'est quand même pas trop demandé. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Il me semble que c'est le moindre des bons sens. Donc bon. Mais si je vous parle de ces deux mesures, au-delà de ce qu'elles sont, ce qui m'intéresse, c'est quand on les situe d'un point de vue philosophique. Pourquoi ? Le malheur de la France, c'est que ces institutions reposent depuis 200 ans sur l'idéologie de Lumière. Le problème n'est pas République ou monarchie. Le problème, c'est pas la forme du régime. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Léon XIII. Hein. Bon. Le problème, c'est pas la forme du régime. Le problème, c'est l'essence. L'essence, c'est l'esprit philosophique et in fine spirituel, soit dit en passant, de nos institutions. Et nous, eh bien, nous reposons sur l'idéologie des Lumières. Bon. L'idéologie des Lumières, qu'est-ce que c'est ? C'est une idéologie qui nous dit, il faut créer un homme nouveau, et pour créer cet homme nouveau, vous devez abdiquer toutes vos singularités culturelles, religieuses, familiales, etc. Bon. Et notre droit repose là-dessus. Quand on fait la préférence nationale, ou quand on inscrit dans la Constitution le respect du patrimoine culturel français, à ce moment-là, on resingularise la société. On la redéfinit culturellement parlant. Et donc ces deux mesures, même si le FN, quand il le propose, ne les voit pas sous cet angle-là, mais ces deux mesures sont des entorses à la philosophie des Lumières qui nous gouverne. Et autant un changement de régime demain matin est difficilement envisageable, autant ce qu'on peut faire, je dirais, pas à pas, c'est altérer l'essence du régime. Et ça, petite parenthèse, pour moi, c'est absolument indispensable. Donc, le FN, si vous voulez, peut limiter certains mots, mais de fait, il ne propose pas aujourd'hui des choses qui permettent, je dirais, de supprimer les mots qui détruisent la France. Mais ce mot qui détruit la France, quel est-il précisément ? Écoutez, moi, j'insiste sur un mot qui n'est pas celui de déclin, parce que toutes les nations voient leur puissance monter et descendre. Hein. En France, on a été la première puissance mondiale, par exemple, au XIIIe siècle. Bon, après, il y a l'empire de Charles Quint qui arrive, on redescend un petit peu, traité de Westphalie, on remonte, Waterloo, on redescend, on remontera, il n'y a pas de problème. Il faut avoir confiance en la France. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la décomposition de la France. La France se décompose. Et pourquoi la France se décompose-t-elle ? La France se décompose parce que la République en France ne se vit pas comme un régime, elle se vit, je le dis calmement, comme une nation qui a vocation à remplacer la France. La France, c'est une construction civilisationnelle très précise, qui repose sur une culture gréco-latine, anthropologie celte et spiritualité catholique, pardon de blasphémer, je suis désolé. La République, c'est une autre construction civilisationnelle qui repose, comme je vous l'ai dit, sur la philosophie des Lumières. C'est autre chose. Ce sont
deux graines qui font pousser deux arbres différents. Et notre malheur, c'est que l'arbre français est phagocyté peu à peu par l'arbre républicain. Alors comment mettre un terme à cela? Il y aurait des milliers de choses à dire, je dirais d'un point de vue collectif. Moi aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce que les gens peuvent faire individuellement, parce qu'on entend toujours, mais on ne peut rien faire, mais il y a tout à faire. Et d'abord, d'un point de vue individuel. Alors, si, comme moi, on parle du principe que le mal qui détruit la France, c'est sa décomposition, parce qu'elle est phagocytée par une république qui ne se vit pas comme un régime, mais comme une nation, et ben, on en arrive à la conclusion que pour guérir la France, ben, il faut refranciser les Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire, refranciser les Français? Ça veut dire détruire l'anthropologie républicaine qu'on a en nous. Et qu'est-ce que je vise quand je vise l'anthropologie républicaine? Eh bien, je vise le rejet des valeurs traditionnelles, je vise le déracinement, je vise cette petite gêne qu'on a à dire qu'on est fier d'être français. Ça serait infamant. Il n'y a rien de pire aujourd'hui en France que de dire qu'on est fier d'être français, quasiment. C'est quand même absolument hallucinant. On est le seul pays au monde où c'est comme ça. Un Colombien n'a pas peur de dire qu'il est fier d'être Colombien, un Chinois n'a pas peur de dire qu'il est fier d'être Chinois. Il n'y a qu'en France où quand on dit qu'on est fier d'être français, on est suspect de quelque chose. Voilà. C'est suspect. C'est suspect. Voilà. D'aimer son pays, c'est quelque chose de bizarre, de suspect. Moi, je dis que c'est un réflexe naturel. Et c'est normal d'aimer sa patrie, puisque la patrie est censée être notre mère. C'est quand même normal d'aimer sa mère, sauf erreur de ma part. Bon. Bref. Donc, il faut détruire cette anthropologie républicaine qu'on nous a foutue dans le crâne. Moi, je sais de quoi je parle, puisque je l'ai eu dans la tête pendant très longtemps. Hein. Bon. Alors, comment on peut faire? Ben, ça se situe sur plusieurs plans. Plan temporel et spirituel. Plan temporel. Déjà, truc de base. Hein. Connaître l'histoire de France. C'est la base de la base. Prenez un individu qui a 30 ans. Cet individu qui a 30 ans, s'il a oublié ce qui s'est passé les 29 années précédentes, ou s'il en a une vision erronée, comment voulez-vous qu'il se réalise? Comment voulez-vous qu'il évolue normalement et, je dirais, dans les meilleures dispositions? C'est pas possible. C'est pareil pour une nation. Une nation doit connaître son passé. Bon. Donc connaître l'histoire de France, ça c'est la base de la base de la base. J'ai toujours dit, en politique, on n'a pas de cerveau si on n'a pas de culture historique. Et alors là, comment faire? Ben, écoutez, c'est très simple, on lit les classiques. On a des portes d'entrée avec Bainville, on a des portes d'entrée avec Emmanuel Baudelemini, on a des portes d'entrée avec Pierre Gaxotte, on a des portes d'entrée avec Franz Frank Bretano. On a des belles portes d'entrée, on a des historiens merveilleux en France, qui en plus, contrairement aux historiens modernes, ont un superbe style. Olivier Baudelemini, il a une prose sublime, il écrit extrêmement bien. Ça élève votre cerveau, objectivement, des styles comme ça. Bon. Et puis aussi, moi, un petit conseil que je donne, c'est de lire Le Petit Mour. Le Petit Mour, c'est un dictionnaire historique. Et à titre personnel, moi, j'ai lu quasiment que ça entre mes 13 et 18 ans. Et au moins, ça donne une bonne assise. Donc, connaître l'histoire de France. Et deuxième chose, alors là, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je vais vous évoquer. Il faut renouer, je le dis calmement, avec les vertus antiques françaises. Les vertus chevaleresques. Qu'on retrouve chez nos chers croisés, qu'on retrouve chez les soldats de Bouvines, qu'on retrouve chez les soldats de Jeanne d'Arc, mais qu'on retrouve aussi chez les poilus. Parce que je m'excuse, hein, mais moi, j'aurais jamais eu le courage de sortir d'une tranchée. Je vous le dis franchement. Quand je sais que le mec qui m'attend en face avec une mitrailleuse, je n'aurais jamais eu le courage. Alors après, peut-être que sur le coup, on est galvanisé, je ne sais pas. Mais moi, je suis toujours halluciné du courage des poilus. Vous savez, il faut lire les ordres de mission de la bataille de la Marne. Mais c'est crever sur place, quoi. Interdiction de reculer, quoi. Moi, je suis bouleversé par le courage de tous ces Français qui sont allés, qui ont combattu de la sorte. Vraiment, c'est... Merci. Mais j'en reparlerai des poilus. Mais j'allais dire aussi, on le retrouve chez certains résistants, comme des gens comme Loustono Laco, comme le général Aubert Frère. Qui connaît le général Aubert Frère en France aujourd'hui? Regardez sa tête au général Aubert Frère, vous allez voir ce que c'est la France, quoi. Il a la France dans les yeux, cet homme-là. Des vrais résistants qui n'ont pas combattu contre le régime en place de l'époque, mais qui étaient dans une logique de combat de l'Allemagne véritablement. Bon. Donc il faut renouer avec ça. Alors vous allez me dire, mais attendez, on est au XXIe siècle. Comment vous pouvez penser une seule seconde que ces vertus françaises peuvent être encore vivantes? Ben, je vais vous faire sourire. Il y a quelques années de ça, passé à la télévision française, des mangas. Notamment dans cette fameuse émission que vous connaissez tous, le Club Dorothée. Et à l'époque, le Club Dorothée a été diabolisé pour ça. On disait, mais attendez, vous abrutissez la jeunesse avec des mangas. Parce qu'il est bien entendu convenu entre nous que la télévision française élève la jeunesse
avec des programmes extrêmement intelligents, délivrés par Cyril Hanouna, Michael Youn, même Laurence Ferrari et compagnie. Enfin, tout le monde sait que la télévision française se pense pour élever l'intelligence des gens. Enfin, personne n'en doute. Hein. Donc, le Club Dorothée, c'était pas bien. Et Madame Ségolène Royal, à l'époque, avait écrit un bouquin contre le Club Dorothée, parce que c'est vrai que c'était la priorité absolue à l'époque en France. Hein, c'était vraiment le Club Dorothée. Bon. Mais comme dans ces mangas, que moi-même j'ai regardé, les années passant, j'ai compris certaines choses. J'ai compris que dans certains d'entre eux, en réalité, les auteurs faisaient passer les vertus antiques du Japon, le code samouraï, en quelque sorte. Hein, sacrifice, don de soi, protection d'autrui, etc. Et je me dis donc le Japon, qui est un pays, d'un point de vue technologique extrêmement élevé, a conservé cette tradition et souhaite la faire vivre encore. Moi, je ne vois pas pourquoi ce que les Japonais arrivent à faire, les Français n'y arriveraient pas. Je m'excuse. Bon, voilà. Donc, il faut renouer, à titre individuel, avec ces vertus-là. Et petite parenthèse, là, on rebondit sur la connaissance de l'histoire de France. Hein, parce que ça, la connaissance de l'histoire de France, c'est la base. Moi, je suis devenu patriote français parce que j'aimais l'histoire. Bon, bah, on lit, c'est un peu comme un match de foot. T'es pour qui? Guerre de 30 ans, bon, bah, t'es pour qui? T'es pour la France ou t'es pour l'empereur d'Autriche? Bon, bah, je suis pour la France. Voilà. Bon. Donc, j'ai évoqué trois petites choses d'un point de vue temporel, mais j'arrive maintenant à la question épineuse, la question du spirituel. Moi, depuis maintenant plusieurs années, je suis désolé, je blasphème, j'invite les Français qui ne le sont pas, hein, à se réévangéliser, à se recatholiciser. Alors déjà, c'est un conseil d'amis que je fais, puisque ça donne la boîte à outils pour aller au ciel, c'est quand même pas mal. Hein, bon. Donc ça, je le dis, je ne suis pas un homme d'église, donc je le dis, c'est un conseil d'amis, voilà, un petit conseil d'amis. Mais au-delà de ça, d'un point de vue politique et d'un point de vue collectif, c'est indispensable pour la France en vérité. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens rebasculent dans une anthropologie française. Parce que si on reste dans cette anthropologie Charlie, politiquement correcte, nombriliste, individualiste, un pouvoir en place, quel qu'il soit, ne pourra jamais prendre les mesures de salut public. Donc tant que la société se pense par rapport à son nombril, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est je veux payer un petit peu moins d'impôts, oui, la France dans tout ça, non? Bon, bref. Donc, tant que la société se pense par rapport à son nombril, il n'y a rien à espérer. Il n'y a absolument rien à espérer. Et là, je m'excuse, on incrimine souvent nos élites. Il faut les incriminer, elles ont fauté. Depuis plus de 200 ans d'ailleurs. Mais je regrette, le peuple a validé. Et il n'y a pas eu de rébellion, je dirais, dans les basses strates du peuple, même dans les moyennes et moyennement hautes. Le peuple français a validé. Et il est tout aussi responsable. Il est tout aussi responsable. Le fait qu'il y ait toujours autant de Français, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, qui valident le politiquement correct, la bienséance et compagnie, enfin, ça défie le bon sens. Alors, moi, je pense toujours à cette phrase que nous dit ce cher Jésus-Christ, vous aurez des yeux et vous ne verrez pas, vous aurez des oreilles et vous n'entendrez pas. D'un moment, il y a une telle sécession de millions de Français par rapport à la réalité qui détruit leur pays, enfin bon, bref, moi ça me dépasse. Bon, donc, vous disais-je, il est important de se réévangéliser. Alors, moi aussi, c'est mon petit constat concernant la décomposition de la France. On dit c'est la faute de telle minorité, telle société discrète, telle puissance étrangère, telle organisation internationale. Ok, d'accord, il y a des parts de vérité là-dedans. Mais la raison numéro 1 des malheurs de notre pays, c'est que la noblesse, dans un premier temps, a renié. Elle a renié le catholicisme, mais ensuite elle a renié son pays. Et ensuite, cause numéro 2, le peuple a renié. Il a renié le catholicisme, il a renié l'histoire de son pays. C'est ça le problème de base. C'est pour ça que moi je suis toujours un peu agacé quand les gens s'excitent contre un tel ou un tel. Je dis, attends, on baille devant notre porte, après on en reparle les autres. Parce que la France, quand elle est elle-même, elle est invincible. C'est clair. À Montgisard, à Bouvines, on est invincible quand elle est nous-mêmes. On est invincible. Il n'y a même pas de débat. Donc redevenons nous-mêmes, et tous nos problèmes sont réglés. Et vous disais-je, j'invite donc les gens, encore une fois, conseil d'amis, hein, c'est qu'un conseil d'amis, à se réévangéliser. La société française s'est effondrée parce que concrètement, elle a pourri. Elle a pourri. En rejetant la vérité, elle a pourri. Donc quand on fait ce constat, qui est le mien en tout cas, on sait que le contrepoison, c'est que la société, il faut qu'elle aille mieux. Et le catholicisme, c'est ce qui est de mieux pour ça, je m'en excuse. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est le catholicisme? Les conciliaires nous disent une religion d'amour. Il y a une part de vérité, effectivement, c'est une religion d'amour, mais ce n'est pas que cela. Malheureusement, il y a des gens qui aiment sincèrement leur femme et qui la trompent. C'est triste, mais c'est comme ça existe, c'est la nature humaine, elle est faible. Bon.
C'est plus que ça, la religion catholique. La religion catholique, elle nous appelle, et ça c'est pas de moi, c'est de saint Paul, à la sanctification. À la sanctification. Et j'insiste sur ce mot, la sanctification, c'est-à-dire la libération dans la mesure de nos forces, on se libère du péché dans la mesure de nos forces, et on se rapproche un maximum de la sainteté. Et bien c'est à ça qu'elle nous appelle la religion catholique. Donc moi je suis pour une France qui essaie de se sanctifier, voilà. Qui ne se complaît pas dans la médiocrité ambiante, dans la laideur ambiante, dans la bassesse ambiante, dans l'hypocrisie ambiante, dans la lâcheté ambiante. Il y a aussi beaucoup de lâcheté dans la société française, il faut le reconnaître. Bon. Quand, dans une rame de métro, excusez-moi, mais une racaille de 15 ans fout le bordel, et que personne ne lève la main, mais c'est inacceptable. Alors petite parenthèse, moi je lève plus la main. Et pour une autre raison. Parce que moi je me suis dit, mais vous l'avez voulu cette situation? Je pense à tous les gens qui sont autour. Moi je prends la ligne 13 souvent. Donc, quand je la prends, je suis avec des cadres plus ou moins qui rentrent chez eux. Attendez. Vous l'avez voulu cette situation? Eh ben allez-y, mangez-la. Ça vous fera pas de mal. Parenthèse fermée. Mais vous disais-je, la société française a pourri depuis 200 ans. Voilà, c'est comme ça. C'est absolument évident, c'est absolument incontestable. Eh bien, moi, j'appelle les gens à se sanctifier. Mais si les gens se sanctifient, c'est toute la société qui va se sanctifier. Et si toute la société se sanctifie, ça va être les institutions, au final, qui sont contraintes de le faire. Et si les institutions le font, eh bien, ça sera le pouvoir qui sera contraint de le faire. Voilà. Donc, j'appelle, pardonnez-moi cet appel un petit peu anachronique en apparence, mais je crois au contraire qu'il est très porteur et que c'est l'avenir. Moi, j'appelle les Français à se sanctifier, via la façon dont je vous ai dit. Alors, j'en arrive au terme de mon propos, et je voudrais le conclure sur une petite anecdote qui s'est produite pendant la bataille de Verdun. Alors, comme vous le savez, le général Pétain, qui n'était pas maréchal à l'époque, avait mis son quartier général, je crois, dans la mairie de Souilly. Et tous les soirs, eh bien, Pétain recevait ses généraux divisionnaires. Et ensemble, ils faisaient le bilan de la journée. Combien de pertes? Est-ce qu'il faut évacuer tel endroit? Est-ce qu'il faut attaquer à tel autre endroit? Quelles munitions il faut accumuler pour porter telle attaque, pour envoyer des soldats à tel endroit? Donc c'est quelque chose qui se faisait tous les soirs. Et comme c'est les soirs, c'est très souvent après des combats. Et généralement, quand les généraux divisionnaires revenaient, ils étaient... En plus, la bataille de Verdun, elle a commencé au mois de février. Donc quand ils revenaient, ils étaient tout pleins de boue, ils étaient crotteux, ils étaient épuisés, ils étaient mal rasés, ils étaient livides, ils avaient des cernes, enfin ils étaient vraiment... je précise quand même qu'il y a beaucoup d'officiers qui sont morts à 14-18, parce qu'on entend souvent qu'ils étaient déplanqués. Non, vous allez sur Wikipédia, vous tapez liste des officiers morts à 14-18, vous allez voir, il y a beaucoup de généraux qui y sont passés aussi. Mais donc, je vous disais, Pétain recevait comme ça, à la mairie de Souilly, tous les soirs, ces généraux divisionnaires. Et un soir, Pétain reçoit une visite. Le président de la République, M. Raymond Poincaré. Et donc, Poincaré assiste à cette réunion avec Pétain, ses généraux divisionnaires, et qui donc, voilà, tel bilan de la journée, il faut faire telle attaque, il faut résister à tel endroit, on recule là, mais on avance de l'autre côté, enfin oui. Donc, scénario classique de ces généraux divisionnaires qui arrivent totalement rincés par leur journée de combat, mais qui, pour préparer les lendemains, font ces petits bilans. Alors, une fois que c'est terminé, Pétain se retourne vers Raymond Poincaré. Et il lui dit à voix basse, Monsieur le Président, vous pourrez peut-être leur dire quelques mots avant qu'ils repartent au combat. Et Poincaré fait comme ça. Alors Pétain se retourne vers les généraux divisionnaires et il leur dit Messieurs, vous pouvez disposer, le président de la République n'a rien à vous dire. Et cette anecdote pour moi est pleine de sens. Effectivement, le président de la République des Lumières n'a rien à dire à la souffrance française. Effectivement. Nous sommes face à deux constructions civilisationnelles différentes. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, M. Raymond Poincaré n'est pas spécifiquement, effectivement, sensible à la souffrance des poilus. Effectivement, oui, c'est vrai. Bon. Donc, nous sommes face à deux constructions civilisationnelles. Et la France est à la croisée des chemins. Est-ce qu'elle perdurera dans la voie de la Révolution, dans la voie des Lumières, ou est-ce qu'elle redeviendra une France française, dans le sens où je l'ai décrite tout à l'heure? Je précise qu'une France française, c'est une France qui se bat pour maintenir son patrimoine culturel, humain, spirituel. Permettez le blasphémer. Une France française, c'est aussi une France qui se bat pour la gloire de Dieu. Pardon de blasphémer. Bon.
Donc, il faudra choisir. Les Français, en conscience, à titre individuel et collectif, devront choisir, est-ce qu'on continue dans la voie de la Révolution ou est-ce qu'on refait une France française? Chacun devra choisir, et bien moi, j'ai déjà choisi. Je vous remercie.